Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Chut, dis rien. Dis rien. On n'a dit rien. Moi, j'aime comment tu as fait, t'as présenté le cabaret. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Ladies and gentlemen. Non, mais on est à New York, là. Très contente d'être ici ce soir. Ça fait une pandémie que j'ai pas vu de gens, fait que très, très heureuse. Tu as dit qu'il y avait de l'espoir ce soir. Moi, il faut que tu saches que mon livre, ça se passe c'est une dystopie. Et ça se passe dans un monde où il y a un virus qui a tué tous les adultes. Fait que l'espoir va commencer au deuxième, je pense, personne qui va venir lire. Mais sinon, ça me fait très, très plaisir. C'est la première fois que je fais ça, mon Dieu. J'écris, mais je lis pas tant. Fait que, hey, Joss... 3, 4. Et Colin, t'étais... On va recommencer parce que c'était peut-être. OK. Non, mais tu sais, tant qu'à faire belle et bombe. OK, on y va. 3, 4. Alors voilà. Ah bien, non, mais ça va être long. OK, c'est bon, on commence, on y va. Alors, l'après 2, mesdames et messieurs. Au garage, Ali dépose des armes au fond de l'armoire sous le comptoir de cuisine de la mezzanine. Ce matin, il est retourné chez lui pour récupérer les fusils de son père. Il n'y était pas retourné depuis que ses parents sont morts. Et comme la plupart des enfants, il s'est débrouillé pour enterrer ses parents dans la cour à l'arrivée du printemps. Après, il ne voulait pas rester dans cette maison. Il a donc rejoint les autres qui vivaient à la bibliothèque et a choisi d'y habiter. Il n'est pas resté longtemps dans sa maison. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Il s'est contenté de se rendre directement dans le coffre sécurisé de son père pour y prendre toutes les armes qu'il y avait. Étant policier, son père possédait plusieurs fusils. Et avec ce qui s'est passé hier, Ali n'a pas l'intention d'attendre qu'on lui troue la peau. Il veut être prêt. Dans un monde sans adultes, sans hôpitaux ni médecins, avoir une arme est un atout suprême. Qu'est-ce que tu fais? Ah! Ali pousse un cri aigu. Il se tourne. Vincent se tient devant lui, les bras croisés. Déjà que Vincent est grand, quand on est accroupi au sol, il a l'air d'être un géant. Ali se relève maladroitement. « Tu m'as fait peur, man. Je regardais s'il y avait des souris. Je pense que j'ai entendu quelque chose. » Malgré le fait que Vincent soit du même côté que lui, Ali n'est pas rassuré. Il a été témoin de nombreuses colères monumentales. Ça va long, je vais tâcher une voyelle, je recommence. Il a été témoin de nombreuses colères monumentales de sa part. Et dans ses yeux, on voit la rage. C'est comme un feu qui ne s'éteint jamais et qui peut exploser à chaque instant. À moins que tu appelles tes guns des souris, je pense que tu me bullshit. Pourquoi tu dis ça? Parce que je t'ai suivi quand tu es parti de la bibliothèque. Un silence s'installe. Ali n'est pas un très bon menteur. Chacun soutient le regard de l'autre. Le stress s'empare d'Ali. Il sait à quel point Vincent est incontrôlable. Au moins, lorsqu'il pète une coche avec un bâton de baseball dans les mains, les dégâts sont limités. Mais avec un fusil, ça pourrait être une catastrophe. D'un autre côté, c'est quelqu'un comme Vincent que ça prend pour affronter la gang d'hier. Ali pourrait lui apprendre à manier les armes. Et comme son père le disait, c'est plus sécuritaire de savoir comment faire que de l'ignorer. Ali se déplace légèrement sur le côté, laissant Vincent voir par lui-même ce qui se trouve dans l'armoire. Et Vincent se penche et aperçoit les armes entreposées. « Holy shit! » s'exclame-t-il. « C'est quoi, tu les chies? » Ali s'agenouille près de lui. Désolé pour les enfants qui ont... tu ne répètes pas ça, ma belle. Hein? Bon. Mon père était policier et un amateur de tir. Il aimait vraiment ça. Il collectionnait les armes. Et Ali pointe les différentes armes. Il y a des pistolets semi-automatiques, une carabine, des fusils de modèles différents. « Qu'est-ce que vous faites? » Ali laisse échapper un autre cri aigu. Ah! Et Vincent se frappe la tête sur le mur, sur le comptoir en se relevant. Sky se tient derrière eux, les bras croisés. On regardait s'il y avait des souris, répond Vincent. On a entendu du bruit. Dit Sky. Je pense pas qu'il y ait de souris, j'ai déjà vérifié. Vincent et Ali soupirent de soulagement. À moins que ce soit une souris avec des fusils. Hein? Alors là, oui, c'est leur cachette. Mais pourquoi tu dis ça? Demande Ali. Mais parce que j'ai suivi Vincent quand il est parti de la bibliothèque. Un silence plane. Ali et Vincent échangent un regard. Ils se tassent et laissent Sky vérifier par elle-même ce qu'il y a au fond de l'armoire. « Où c'est que t'as trouvé ça? » s'écrie Sky. Son père était policier, explique Vincent. Mon père était pâtissier puis j'ai pas 1 million de rouleaux à pâte chez nous, rétorque Sky. Il collectionnait les armes, raconte Ali. C'était comme un loisir pour lui, mais il prenait ça vraiment au sérieux. En plus de... Sky part dans ses pensées. Avec toutes ses armes, il pourrait certainement créer une défense solide, mettre sur pied un système de sentinelles et s'assurer d'être protégé en tout temps. Mais c'est malade, dit Sky en coupant la parole à Ali. Ben, pour nous, c'était juste normal. Elle fait non, pas dans un mauvais sens, dans un bon sens. Après que ça, on peut se défendre maintenant. Plus personne va avoir peur. C'est les autres qui vont avoir la chienne de venir jusqu'ici. Il y en a combien en tout? J'ai pas compté, là, j'ai tout apporté. Ali entre la tête dans l'armoire pour comptabiliser les armes. Excité, Sky regarde par-dessus son épaule et son plan peut fonctionner. Qu'est-ce que vous faites? Ali pousse un cri aigu. Ah! Vincent sursaute et Sky bondit sur ses 2 pieds.
Debout, près d'eux, Margot les observe, les bras croisés. Sky, le cœur battant fort dans sa poitrine, se braque contre sa sœur. C'est quoi, là, tu nous as suivis, puis tu sais qu'Ali vient de mettre toutes les armes de son père dans l'armoire. Pourquoi tu nous poses une question stupide? Margot jette un œil dans l'armoire. D'où elle se tient, il lui est impossible de voir ce qui se cache à l'intérieur. Je vous ai pas suivi. Je pensais que vous regardiez s'il y avait des souris, mais je suis contente d'avoir posé une question stupide. Margot s'avance et découvre les armes sur le comptoir. Mais elle fait, mais ça va pas! Mais on a besoin de se défendre, argumente Sky. À ce que je sache, hier, ils nous ont pas menacés avec la barbe à papa. Margot n'a pas besoin d'en attendre davantage. De toute manière, elle n'est pas venue au garage pour ça. Elle a une urgence à régler. Elle se dirige vers le coin de la mezzanine, attrape une pile de draps. Si on avait été armés pour suivre Sky, on aurait pu se protéger. Avec les fusils, as-tu pensé à ce qui pourrait arriver si Charlie tombait sur une arme par hasard? L'interroge Margot en rageant. Non, parce que tu réfléchis jamais avant d'agir. C'est ça le problème avec toi. Tu penses que tu as des bonnes idées, mais c'est juste de la merde. Hey, wow! Attends, là. Comme ton idée de partir dans le bois pour les retrouver, c'est ta faute si Samy a failli y passer. Sky ouvre la bouche pour insulter sa sœur, mais elle retient en entendant sa dernière phrase. Quoi, Samy? Cette nuit, il a décidé de partir en expédition tout seul, mais il s'est perdu. Sky enregistre l'information. Hier soir, elle n'a pas remarqué que Samy n'était pas là. Ils ont tous dormi à la bibliothèque et elle n'y a pas prêté attention. Il a réussi à retrouver son chemin, mais en arrivant à l'épicerie, il grelottait puis il est tombé par terre inconscient. C'est ça que je suis venu faire ici, chercher des draps pour lui. Mais c'est beau, continue de sauver le monde avec des guns. Sky dévale l'escalier de la mezzanine et sort en trompe du garage. S'il arrivait quoi que ce soit à son meilleur ami par sa faute, elle s'en voudrait toute sa vie. Hey, merci, Jeff! Le silence plane. Merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ça. En tout cas, il est en vente. Bravo, Émilie Ouellette. C'était très, très bon. Et là, maintenant, on est très COVID-proof ici, sur la scène. Donc, c'est cool, parce que je ne savais pas. Moi, j'avais la vision théorique de la chose, mais maintenant, de le voir en direct, c'est très, très cool. Alors, je pense qu'on va bien s'amuser. Et bravo d'avoir réussi à souffler un peu de rythme et de suspense à travers tout ça. Alors, on enchaîne. Artiste pluridisciplinaire, Sylvain Rivard. Ce micro-là du tout, finalement. Sylvain Rivard est un passionné du vêtement traditionnel au point d'en avoir fait une véritable expertise dont le travail a été exposé au fil des ans dans des musées, en plus d'avoir amené à multiplier les conférences sur le sujet et se tailler une place sur la scène culturelle. Ses illustrations ont ponctué plus d'une demi-douzaine de publications, en plus de prêter sa voix comme choriste, conteur, chanteur et narrateur. Il nous la prête ce soir pour lire quelques poèmes tirés du collectif Projetaire, ainsi que l'intro sur les grands-pères Pierre de l'ouvrage, tiré de l'ouvrage Atloka Wanganal. Donc on accueille chaleureusement notre ami Sylvain Rivard. J'ai cherché mon livre partout dans le salon et heureusement, ils l'ont tout vendu aujourd'hui. Donc, je suis obligé de le lire pour la première partie sur mon téléphone. On est-tu rendu technologique rien qu'un peu? Donc, j'ai décidé de vous faire un potpourri, comme on dit chez les Anglos. Et le petit potpourri est constitué de 3 de mes ouvrages. Le premier, c'est un album jeunesse que j'ai fait avec Mme Nicole Bomsawin, illustration et coécrit. Donc, je vais vous faire la petite introduction que j'ai écrite dans le livre Otlaka Waganal, qui veut dire légende en langue abénakise. Et puis ensuite, Projetaire, petit projet. On est plusieurs auteurs ici à avoir participé à ce projet-là, Texte sur la Terre. Donc, beau projet qu'on m'a appelé comme ça. Je n'avais jamais fait de collectif de ma vie. Et cette année, ça a été l'année des collectifs. Youpi, j'ai adoré. Ensuite, je vais terminer ça par une surprise. On aime ça, les surprises pour finir. Commençons avec la technologie. C'est l'origine du livre. On raconte que les pierres sont des grands-pères. Des grands-pères qui connaissaient bien des choses et qui vivaient ici, sur le territoire, bien avant nous les humains. On raconte aussi qu'avant l'ère du papier, les humains gravaient et peignaient des histoires sur ces pierres. Les grands-pères Pierre sont les gardiens des récits et des mythes de l'humanité. Ils sont en quelque sorte nos premiers livres de contes. Habituellement, on jette les feuilles par terre à la poète, mais c'est un téléphone quand même.
constat sur la Terre. Les limaces vivent en troupeau. Dans une traînée de vie, le geste lâche et plat. Elles mangent le quotidien d'un état de peu à peu, sans début ni fin. Leurs cours sont sans jardin et rarement à l'échelle, et zéro vaut moins que rien. Lubrifiées au jeu du nul, elles glissent en bande ludique, lente et carencée, sans questionnement. Les limaces sont grégaires sur les feuilles du temps et mâchent les couleurs d'une flore plastifiée. Mousse et lichen. Peindre de ton corps spongieux le gris de cette robe, vouloir exister. Incruster la trame narrative de ce boisé, peuplé dans l'insouciance. Ton camailleux suspendu, vivre et survivre, tes triples roches en offrande. Une terre, deux sentiers. Balade imaginaire de mes yeux crus. La cartomancie d'une île le long d'un sein liquide. Un cerne de Pepsi marque la terre meuble labourée de jurons. Un bingo chiffré peuple ta réserve, tamponne tes racines, un encabanement d'hiver d'un racisme volontaire. Le plus beau gâchis du monde en territoire recyclé. J'ai marché dans l'île. Mon corps imbibe encore la débâcle humaine de la haute rivière. Les travers de mes aïeux, naturels et usinés, assis en crise en ma demeure. Il fait dur ton casse de poils de plumes de papier. J'ai mal à ma race de babiche détricotée. L'ourlet de ta jupe traîne sur mon territoire. Mais en vain, madame, préférence exige, j'ai déjà assez donné. Faut-il que j'aspire des mots superposés? Quand je te dis Ganada, tu me réponds How do you say? Il fait dur ton casse. Ah, il fait dur ton casse. Elle fait dur ta machina de misère carottée. Pour sauver une espèce, faut savoir l'apprivoiser. Vers les îles nulle part, je traîne mon exil. J'exhibe mon nombril aux ordinaires d'outre-terre. Vous aurez mon corps, mon esprit reste insulaire. Puis il fait dur ton casse. Oh, il fait dur ton casse. Soirée de rebondissement de surprise parce que je viens de fouiller dans la poche et j'ai trouvé le bas de mon enfant. Donc, voilà. On enchaîne avec son livre Coup de poing pour le bien de la terre, publié en 2021 aux éditions Multimonde. L'agronome lanceur d'alerte Louis Robert lève le voile sur les pressions indues de l'industrie des engrais et des pesticides. Une parole courageuse et rare pour défendre les Québécois face aux grands vendeurs de pesticides, d'engrais chimiques et autres entreprises au détriment de la santé des gens et surtout au détriment de la santé de la terre. Après près de 35 ans comme agronome au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, son combat citoyen rappelle l'importance de se lever et de s'indigner pour le bien commun, même lorsqu'on a le vent d'en face. Il vient nous lire quelques pages de son livre. On accueille M. Robert. Bienvenue. Merci. Bonsoir à tous. J'ai toujours été à l'aise et même très heureux de vivre dans un relatif anonymat. J'ai été au service de l'État pendant 35 ans comme agronome et cela m'allait parfaitement. J'ai œuvré pour le bien et pour la santé de la terre, mais aussi pour les dizaines de milliers de producteurs et productrices agricoles. J'y trouvais une motivation qui allait de pair avec l'intérêt de tous, enfin de presque tous. J'ai pris conscience que l'avancement de l'agriculture était grandement ralenti par les intérêts de forces obscures et il m'est apparu de plus en plus évident que des pressions commerciales et corporatistes entraient en contradiction avec la logique de l'agronome et de sa science. Comment aurais-je fait semblant de ne rien voir?
Cela m'a donc conduit à dire ce qui devait être su. Les entreprises qui proposent des produits fertilisants et des pesticides avaient la mainmise sur une partie de notre agriculture. Je me rappelle très bien avoir pris le temps, en janvier et février 2018, d'envisager toutes les conséquences possibles de la dénonciation de cette situation. On a tenté de me bâillonner. J'ai quand même parlé, ce qui m'a valu le titre de lanceur d'alerte. Cela m'a aussi valu d'être congédié. Du jour au lendemain, l'État, donc la société, n'avait plus besoin de moi. Je ne regretterai toutefois jamais d'avoir commis cet acte. Mais je ne suis pas de l'étoffe d'Edward Snowden du monde informatique et le coup a été pour moi très difficile à encaisser. En revanche, j'ai été très touché et reconnaissant de tous les gestes d'appui à mon endroit. Une pétition de plus de 70 000 signatures, une manifestation devant l'Assemblée nationale à Québec pour réclamer ma réembauche, de multiples courriels et lettres de soutien, puis, lors de mon retour au travail, une haie d'honneur que mes amis avaient organisée devant les bureaux du MAPAC à Saint-Hyacinthe en août 2019. Tout ça a représenté à mes yeux un immense réconfort psychologique et j'en avais bien besoin. Qu'est-ce qui me motive à livrer cette bataille en faveur de l'intégrité professionnelle et de l'intérêt public? En accordant plusieurs entrevues et en écoutant les remarques que l'on m'a faites, j'ai parfois eu le sentiment que mon parcours professionnel était une croisade. Lorsque je gagnais une manche dans cette controverse, j'étais encouragé à aller plus loin. Étais-je un batailleur pour autant? Je n'ai jamais été animé de la détermination des militants ou des militantes. Je ne croyais pas que ma critique de la situation au centre de recherche entraînerait un débat aussi profond au MAPAC et dans la société en général. Suis-je un Don Quichotte? Non, j'ai plutôt appliqué le leitmotiv de l'agronome, c'est-à-dire le producteur est responsable de l'application, l'agronome est responsable de sa recommandation. Faire entendre mon point de vue me semblait impératif et propre à ma conscience professionnelle. Cela a parfois donné l'impression que je voulais imposer une vérité, mais je n'étais en fait motivé que par le désir de chercher des solutions réalistes à moult problèmes. Peu importe si je ralliais des gens à mon idée. Elle me guidait et me permettait de persévérer dans ma défense des principes qui reposent, entre autres, sur la défense de l'intérêt public et la responsabilité des professionnels du MAPAC. Cette attitude m'évite bien des frustrations, surtout quand je constate que peu de choses ont en bout de ligne réellement changé. Peu de temps après mon retour au travail, j'accordais une entrevue au journal Le Devoir où je soulignais que les causes du dysfonctionnement du centre de recherche étaient toujours là. Et au moment d'écrire ces lignes, les compagnies de pesticides et l'UPA sont toujours bien représentées au conseil d'administration et exercent toujours leur influence. La conclusion de cette saga? Il est encore trop tôt pour entrevoir l'impact des transformations encore à venir. Surtout qu'au moment d'écrire ces lignes, la protectrice du citoyen n'a pas encore rendu public son rapport d'enquête touchant le centre de recherche. Il reste que le conseil d'administration du centre de recherche n'a encore effectué aucun changement. Mes tribulations ont alimenté l'actualité, mais je ne suis pourtant pas monté au front pour débattre ou défendre la cause. J'ai soulevé des questions, j'ai voulu me manifester comme le témoin d'une situation de conflit qui était inacceptable tant elle mettait en cause à la fois notre sécurité alimentaire et notre santé. Si mes péripéties ont suscité autant de réactions et de bruit médiatique, c'est aussi parce que le milieu d'où elles provenaient avait été incroyablement silencieux. Moi, je n'ai fait que mon travail. Je suis satisfait de la suite. Le public et les médias ont fait état d'un débat que je n'aurais jamais pu imaginer avant même la sortie publique. Les enjeux touchant l'agriculture et l'alimentation sont au cœur d'un paradoxe d'ordre sociologique absolument aberrant. Par exemple, il est malheureux de constater que le public soit généralement si indifférent devant les enjeux agricoles, alors qu'il est tout oui pour ce qui touche la cuisine, la panoplie de recettes, de livres de recettes et d'émissions de recettes. Il n'arrive donc à personne de faire le lien entre la terre et le contenu de nos assiettes. Merci. La réputation de notre prochain invité n'est plus à faire
Merci. Alors, j'ai eu le grand plaisir, oui, de participer à ce collectif Projet Terre qui est en quelque sorte une manière d'intégrer le discours écologique par la poésie. Alors, voilà, aux éditions David. Et comme le disait Hugo, ces textes sont intégrés dans un recueil qui vient tout juste de paraître, Mes forêts, pendant que j'essaie de lever le micro. Voilà. Donc, je vais vous lire 5 poèmes. Mes forêts sont de longues traînées de temps. Elles sont des aiguilles qui percent la terre, déchirent le ciel, avec des étoiles qui tombent comme une histoire d'orage. Elles glissent dans leur bleu un rayon vif de souvenirs, l'humus de chaque vie où se pose, légère, une aile qui va au cœur. Mes forêts sont des greniers peuplés de fantômes. Elles sont les mâts de voyages immobiles, un jardin de vent où se cognent les fruits d'une saison déjà passée qui s'en retourne vers demain. Mes forêts sont mes espoirs debout, un feu de brindilles et de mots que les ombres font craquer. Dans le reflet figé de la pluie, mes forêts sont des nuits très hautes. Il fait un temps de bourrasque et de cicatrices, un temps de séisme et de chute. Les promesses tombent comme des vagues sur aucune rive. Les oiseaux demandent refuge à la terre ravagée. Nos jardins éteints entre l'odeur de rose et de lavande. Il fait un temps de verre éclaté, d'écrans morts, de nord perdu, un temps de pourquoi, de comment, tout un siècle à défaire le paysage. Mon chant soulève la poussière de spectacles muets, comme un trou béant dans la maison noire des mots. Il fait un temps jamais assez, un temps plus encore et encore plus, encore plus. On ne pourra pas toujours tout refaire. Dans ce temps de bile et d'éboulis, les forêts tremblent. Sous nos pas, la nuit approche. Je n'ai rien déposé au pied du chêne, rien à l'ombre du saule. Je ne me suis adressée ni aux faibles ni aux puissants. Je n'ai pas vu le veilleur à l'entrée de la mer, pas vu le jardinier cueillir le crocus d'un printemps, pas trouvé le miel et la soie, pas vu le ciel dans les temps, quelque chose de la solitude, rien qui laisse paraître la déchirure. Je me suis assise au milieu de ces vastes alliés, sans voix. Le temps continue de s'infiltrer dans la terre, gorge les rochers. Le pas des animaux s'accorde à la lumière. Par la lenteur du monde, je me laisse étreindre. Je n'attends rien de ce qui ne tremble pas. Il fait un temps d'insectes affairés, de chiffres et de lettres qui s'en mêlent sur la terre souillée. Un temps où soufflent des vagues au-dessus des vagues. Dans nos corps, il fait un temps d'ARN, de RAM, ZIP et CHU, SDF et VIP. Il fait triple K, USA Made in China. Un temps de chaos pour nos émerveillements. Il fait casse-gueule, un bruit de ferraille déchire le paysage comme un vêtement usé. Il fait refus et rejet. Un temps de pixels, d'algorithmes qui nous projettent sur des routes invisibles avec l'avenir comme promesse que le vent dévore aussitôt. Un peu d'écorce et de feu, au creux de la main, il fait chimère et rêve de rien du tout. Un siècle de questions rudoyées. Le bord d'une falaise où chutent nos poèmes et la neige nous apprend à perdre tout ce que l'on perdra. Mes forêts sont de longues tiges d'histoire. Elles sont des aiguilles qui tournent à travers les saisons. Elles vont d'est en ouest, jusqu'au sud et tout au nord. Mes forêts sont des cages de solitude, des lames de bois clairsemées dans la nuit rare.
Elles sont des maisons sans famille, des corps sans amour, qui attendent qu'on les retrouve. Au matin, elles sont des ratures et des repentirs. Une boule dans la gorge quand les oiseaux recommencent à voler. Mes forêts sont des doigts qui pointent des ailleurs sans retour. Elles sont des épines dans tous les sens, ignorant ce que l'âge résout. Elles sont des lignes au crayon sur papier de temps, portent le poids de la mer, le silence des nuages. Mes forêts sont un long passage pour nos mots d'exil et de survie. Un peu de pluie sur la blessure, un rayon qui dure dans sa douceur. Et quand je m'y promène, c'est pour prendre le large vers moi-même. Merci. On vit des choses quand même, là. Merci beaucoup, Madame Dorion. C'était quelque chose. Et je salue au passage le travail de M. Joss Tellier ici, qui a réussi à trouver un concept très atmosphérique, inspiré. C'était bon. C'est vrai. Oui, vraiment. Bravo. Et là, pour vous en donner pour votre argent au maximum, on n'a pas une personne, mais 2 personnes qui s'en viennent nous faire une lecture commune. Je vais vous les présenter dans le désordre ou dans l'ordre. Choisissez. Natif de Bellechasse en Canada, fils de navigateur au long cours et pilote sur la Grande Rivière dans le Nord. Jean Morisset n'a cessé de poursuivre tout au long de sa vie une vaste interrogation sur l'identité et le destin des Amériques, que ce soit comme matelot sur les brises-glaces dans le Grand Nord, comme chargé de projet au large de la toundra, ou comme bourlingueur du nord au sud en passant par le Brésil, le Pérou, l'Amazonie. Il a ponctué ses voyages de nombreux écrits étalés sur plus de 40 ans. Il jette l'ancre un moment en notre compagnie pour vous offrir ses mots avec nul autre que sa camarade révélée par le regretté Gilles Carle. C'est d'abord par le cinéma que Chloé Sainte-Marie s'est fait connaître du public. Sa feuille de route s'est par la suite enrichie avec la musique, en donnant d'abord une voix de grand poète québécois, avec son premier album « Je pleure, tu pleures », puis avec un premier album en langue inoue, avec l'aide de la poétesse Joséphine Bacon. Donc, ces 2 personnes-là nous font le cadeau d'une lecture commune et Mme Sainte-Marie va nous faire une chanson par la suite. Donc, si vous êtes encore en train de vous chercher une activité dans le Salon du Livre de Montréal, convergez vers l'Agora où vous aurez droit à une magnifique prestation de Chloé Sainte-Marie dans quelques minutes après votre lecture. Ah ben oui, c'est vrai, excusez-moi. Oh là là, que je suis en train de botcher. Donc, on a même un autre musicien, je n'ai pas de biographie, je sais qu'il est sympathique, je sais qu'il boit de l'eau, je sais qu'il s'appelle Davy Galland, je sais qu'il est plus mince que moi et il est probablement meilleur à la guitare que moi. Donc, Davy Galland qui va accompagner Mme Sainte-Marie pour la chanson par la suite. Donc, venez-vous-en. Merci. Excuse-moi. Vas-y, Jean. 1, 2, 3. Supplique animale adressée à la terre sociale. Sous l'urgence écologique en surgescence cosmique, je fais appel à des dieux inconnus pour sauver la planète. Je me dis, respirer la terre, chanter le social, caresser de mes mains le corps de l'espèce en mouvance. Saisir l'appel tactile qui persiste sous la peau du social. Accompagner l'humanité mouvante sous la gerçure de la terre asphaltée. Moi qui suis une petite chanteuse populaire, en tout cas c'est Wikipédia qui l'affirme,
Un jour, on me demandait de dire ce que je suis. Je suis une animal social en déambule. Sans le marcher, je perturbe. Je perds mon équilibre mental. On vient de nous inviter à colloquer sous le thème « Équilibrer la société ». Et je réponds « Rééquilibrer la Terre ». Mais si on veut rééquilibrer, c'est donc qu'il y avait en amont un équilibre antérieur, disparu sous les terres ancestrales rompues. C'est quoi l'équilibre disparu qu'on veut réinventer dans le ré du équilibre qui veut être libre à nouveau? Je pose la question et tout ce que je peux répondre, c'est mon chant qui l'exprime. Remonter la rivière à l'automne pour aller au camp d'hiver. Le camp qui se trouve exactement là où le gibier décide qu'il doit être. Je pose à nouveau la question. Il est où le gibier et le camp d'hiver? En Floride ou dans le Gava? Et le camp d'été alors? Sur les plages artificielles installées au centre-ville pour se déshabiller le social et jouer au déséquilibre du paysage. Ou plutôt, le long du fleuve qui ouvre grand les bras marés de ses vagues. C'est quoi le déséquilibre? Avoir perdu ses rivières en colère et les racines mouvantes de ses jongleries. Une société qui cesse de rêver, qui cesse de se rêver, est une société en instance d'évaporation. Pourquoi ces visages morts en dehors des cimetières? À tous ces vivants qui ne rêvent plus, je préfère de vrais morts qui rêvent. Des morts au chant vibrant du nomade négociant des rapides, du chaman algonquien au canot envoûtant, du portage social qui sans cesse se réinvente sous la cathédrale du firmament. Moi qui vis désormais dans un pays bungalowisé et qui tond ses pelouses peignées à l'intoxiqué, tondeuse à gazon, tondeuse à neige, tondeuse à feuilles. Tondeuse à société, tondeuse à pensée, tondeuse à rêve. Négation compulsive de la nature, négation programmée de sa nature. Alors je me demande et je demande au Dieu que vienne enfin la négation de la négation. Tenant ma marche par la main, poursuivre la piste glorieuse de sa liberté sociale avec l'arbre et retrouver pleine autonomie de son imaginaire à ciel ouvert. Massicho. Merci, Jean. Et pour saluer la présence du poète Roland Giguère, à toi, Roland, le poète artiste qui avait tellement mal à la terre. À toi, la terre, attaquée de toutes parts et qui a vainement tenté de conjurer le mal à Roland. Voici, je vais vous lire le poème de Roland adressé à la terre. Quand nous aurons fini de laver ce paysage, il n'y aura plus de couleurs, il n'y aura plus d'odeur, il n'y aura plus de mots pour dire ce que nous avons fait.
La tempête faisait rage et la neige nous entrait dans la poitrine. Pleine poitrine couronnée de lancinante banquise, couronne d'épines envolées dans le front, des mots d'amour, d'amour. Le paysage n'était plus le même. Le paysage était sombre. Le paysage ne nous allait plus comme un gain. Le paysage était à refaire. Large tempête à nos yeux dans un monde dépaysé. Chaque nuit nous arrachait un cri et nous grandissions dans l'agonie. Lentement nous vieillissions et le paysage vieillissait avec nous, contre nous. Le paysage n'était plus le même. Le paysage était sombre. Le paysage ne nous allait plus comme un gain. Le paysage était à refaire. N'avait plus les couleurs de notre jeunesse. Le paysage, le beau paysage n'était plus beau. Il n'y avait plus de ruisseaux, plus de fougères, plus d'eau. Il n'y avait plus rien, plus rien. Le paysage n'était plus le même. Le paysage était sombre. Le paysage ne nous allait plus comme un gain. Le paysage était à refaire. Le paysage était à refaire. Le paysage était à refaire. Oh! Merci. Merci. C'est Roland Giguère. Wow! Les Cowboys fringants viennent d'appeler du Centre Bell pour dire qu'ils sont très jaloux de notre soirée. Pour pas cher. Alors, notre prochaine et dernière invitée, mais non la moindre, d'être une artiste polyvalente qui marie le conte, la danse, la poésie, le chant et les arts de la scène. Elle s'initie à l'animation et au théâtre durant ses études à l'Université d'Ottawa. Elle décroche une bourse pour se perfectionner en danse contemporaine et en danse thérapeutique. Elle cofonde ensuite une compagnie de danse afro-antillaise, puis un camp d'été visant l'insertion sociale des jeunes d'origine haïtienne. Depuis les années 90, elle se consacre principalement au conte. Inspirée par ses filiations antillaises africaines et de Montréal, surtout sa ville d'ancrage, Joujou trimballe sa parole dans de nombreux festivals, salons du livre et événements culturels sur les planches du monde entier. Accueillons chaleureusement notre dernière invitée et le retour de Joss Tellier par la bande, Joujou Turenne.
honneur, respect. Honneur, honneur. Messieurs, dames, société, j'ai choisi de vous dire quelques extraits de 2 livres, lus en désordre, parce que sinon ce serait trop long. Le premier vient de Jujutsu Ren raconte Mandela, aux éditions Planète Rebelle. Et ensuite, Compte à rebours, voyage dans un espace nomade, livre avec CD, aux éditions Planète Rebelle. Bon, c'est fait. Maintenant, parole. Je sais que la thématique, c'est « Raconte-moi demain ». Pourtant, j'ai choisi de vous dire un petit extrait de Mandela, parce que quand je parle aux jeunes, ils ont l'impression que c'est une histoire qui n'a jamais existé, parce que ça a l'air impossible. Alors, je rapporte ces paroles pour que le possible devienne le nouveau impossible. Qui dit Mandela dit aussi Winnie. Winnie Madikizela Mandela, surnommée plus tard mère de la nation, poursuit le combat anti-apartheid aux côtés des autres membres et militants de l'ANC pendant les 27 années d'emprisonnement de Mandela. Pendant tout ce temps, elle n'a vu son mari que 2 fois l'an. On lui a reproché son radicalisme qui lui a coûté l'emprisonnement. Son histoire, son combat et son militantisme méritent une histoire à eux seuls. Je suis ce que l'apartheid a fait de moi, dira-t-elle. Et Mandela de répondre, et à elle aussi de renchérir. Si je ne m'étais pas battue, il n'y aurait pas eu de Mandela. Le monde entier l'aurait oublié et il serait mort en prison, comme le souhaitaient ceux qui l'y ont jeté. Et pendant ce temps, Mandela en prison, pour se donner courage, dit inlassablement un poème, Invictus, de William Ernest Henley. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré, meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin. Je suis le maître de mon destin. Je suis le maître de mon destin. Je suis le
le capitaine de mon âme. Je suis le capitaine de mon âme. Le capitaine de mon âme. Le capitaine de mon âme. Le 16 juin 1976, à Soweto, 20 000 étudiants rejettent une loi imposant l'afrikaans, la langue des Blancs, dans les écoles. Ils organisent une manifestation pacifiste qui tourne mal. Les policiers interviennent brutalement. Une autre goutte. Beaucoup trop de gouttes de sang, de pleurs font déborder le vase. En un seul jour, des milliers de blessés, d'estropiés et 600 âmes parties au pays des étoiles. Marre de sang, marre de pleurs, marre de sang, marre de pleurs, profonde désolation. Assez! Et Mandela répond, j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Après le chagrin, une colère amère fait le tour du pays, puis le tour de la terre. De négociation en négociation, le dialogue porte fruit. Mandela est libéré, ainsi que tous les autres prisonniers politiques. Ainsi dit-il, la meilleure arme, c'est parler. Pour faire la paix avec un ennemi, on doit travailler avec cet ennemi et cet ennemi devient votre associé. Nelson Mandela. Et vient le 11 février 1990. Enfin libre. Ce jour-là, une immense foule en liesse accueille Madiba. Winnie Mandela, ses enfants, plusieurs camarades de prison, membres de l'ANC et la nation entière scandaient Bidim bim, bidim bim, bidim bim bim, bidim bim, bidim bim, bidim bim, bidim bim bim, bidim bim, bidim bim, bidim bim, bidim bim bim, bidim bim, tel un tambour. Au rythme de la justice et de la liberté. Ainsi ont chanté les chœurs de toutes les couleurs. Tous ont dansé, chanté et crié gaiement Amandla, Ngawetu, c'est-à-dire le pouvoir. Le pouvoir est à nous. Un vent de paix et d'espoir semble enfin souffler sur l'Afrique du Sud. Et Mandela qui dit, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Pour remettre le tout en contexte, sans péter de bulles. Et pourtant, l'arc-en-ciel vient toujours après le grain, après le gris, après les lambeaux de déchirement du néant dans la grande voûte des cieux, dont on ne sait prou ou peu. Voilà.
C'est un peu gênant de me pointer la face après ça pour dire quoi que ce soit. Wow, bravo. Donc, c'est ce qui complète cet atelier. Et vraiment, un gros merci à vous, les gens qui êtes là, et surtout à nos invités qui ont réussi à insuffler un petit peu d'intimité et d'une vision de leur monde d'après dans ce décor de néon très, très, très... oui, c'était pas facile. Je remercie vraiment notre virtuose en résidence, Jos Tellier. Madame Dorion, Hélène Dorion, c'était magistral. Chloé Sainte-Marie, bravo, grâce à Sylvain Rivard qui était là. Émilie Ouellette qui a brisé la glace. Jojo Turenne, on n'en revient pas encore. Louis Robert, continuez, trouvez d'autres scandales, ça presse. Jean Morisset, merci infiniment. Grâce à vous, j'ai eu l'air pendant l'instant d'1h30 d'avoir l'air de la profondeur, d'être un intellectuel grâce à vous. Merci de m'avoir fait vivre ça, cette expérience-là aussi aux gens. Et merci à la régie. Merci à Émilie Boivin-Enfield qui m'a invité. Merci à notre directeur artistique, Tristan Malavoie, qui est ici derrière, masqué. Et merci à vous. Bon salon et merci d'avoir été là.